Merci beaucoup. Très heureux bonjour à tous, à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour cette présentation. Donc, je suis Oscar Gilbert, je suis le PDG, le fondateur de Dontnod, et je suis ici avec Gabriel Dacosta, notre directeur de développement, et Benoît Gisbert-Morat, directeur administratif et financier. Dontnod, je passe à la slide suivante. Dontnod, pour nous, vous nous connaissez, mais voilà, je vais en quelques mots vous rappeler les principales fonctions du studio. C'est très important, création originale, source créateur voilà, de propriété intellectuelle, hein. Donc, nous créons nos jeux à Paris, à Montréal et maintenant aussi à Copenhague. Ce sont des propriétés intellectuelles originales avec 7 chaînes de production aujourd'hui. Nous avons une position leader sur les jeux narratifs. Nous avons travaillé, nous continuons de travailler avec des partenaires d'envergure mondiale et en particulier avec Epic Games, Focus et puis bien sûr Microsoft. Nous sommes développeurs de jeux en double A, à budget maîtrisé, je dirais, entre 10 et 30 millions d'euros aujourd'hui. Nous avons des sources de revenus qui sont plus rentables, des minimums garantis qui nous permettent de conserver nos propriétés intellectuelles aussi. Euh, donc vraiment, vraiment un changement de modèle important, en passant d'un modèle, on va dire, développement classique à l'auto-édition, mais nous y reviendrons. C'est vraiment un changement de stratégie créateur de valeur extrêmement important pour nous. Et enfin, financièrement, c'est une société qui est saine, hein, avec de beaux résultats sur ce premier semestre, avec des produits d'exploitation économique de 12,8 millions d'euros. Benoît y reviendra, une hausse de 19%, un EBITDA éco à 3 millions d'euros, une hausse de 92%, et effectivement des disponibilités à 62,9 millions d'euros. Donc voilà, une situation solide financièrement et une belle progression. Donc voilà, une stratégie créatrice de valeur, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que vraiment nous sommes en train de développer actuellement, aujourd'hui, puis avec une croissance de plus en plus forte dans les mois et les années qui viennent. Si on passe à la slide suivante, un fait important, c'est que c'est vrai que cette situation on va dire, de crise sanitaire nous a permis de nous réorganiser avec une nouvelle organisation du travail, avec un système de choix pour nos équipes, donc qui ont pu effectivement voter très, très majoritairement un accord de télétravail qui leur permet de choisir de travailler soit au bureau, soit de chez eux, avec vraiment une capacité de nous adapter à cette nouvelle forme, je dirais, d'organisation du travail. Et donc, ça nous a aussi, ça a été accompagné, on va dire, par de nouveaux locaux à Paris, et des locaux, l'ouverture de notre filiale à Montréal, et avec une possibilité donc de recrutement qui est beaucoup plus large maintenant, puisque nous pouvons recruter sur l'ensemble de la France et puis au Canada, sur la région du Québec, voilà, qui est un très gros vivier, un des hubs mondial du jeu vidéo, des plus importants dans le monde, avec aujourd'hui 15 000 talents qui travaillent dans cette région, dans les jeux vidéo. Et ce changement d'organisation, nous l'avons fait avec une maîtrise des coûts, Benoît y reviendra, c'est quelque chose de très important, mais aussi avec une efficacité de production assez voilà, optimale, je dirais, avec la sortie de 2 jeux pendant la période du confinement, Twin Mirror et Tell Me Why. Donc voilà, une organisation efficace. Un des faits importants aussi, c'est l'édition de chez Dontnod avec un premier partenariat externe signé avec Portaplay, un studio qui partage nos valeurs, voilà, qui fait des jeux, voilà, qui cadre bien avec, je dirais,
notre ADN créatif et nos valeurs. C'était quelque chose de très important. Une production aussi qui fonctionne bien parce que c'est quelque chose de, comme vous le savez, faire des jeux vidéo, c'est pas toujours simple. C'est quelque chose, voilà, où il faut avoir un savoir-faire, des équipes compétentes. Et, donc, effectivement, l'équipe de Portaplay partage ça. Et puis, on a créé en parallèle un département édition, donc marketing et publishing, qui permet d'accompagner ce nouveau projet sur le marché du jeu vidéo et de l'emmener vers nos joueurs. C'est vrai pour Portaplay, mais c'est aussi vrai évidemment pour tous les nouveaux projets que nous pourrons éditer en externe. Et ça ouvre effectivement beaucoup plus la possibilité pour nous d'avoir des nouveaux titres, d'avoir un catalogue de plus en plus large. Et nous y travaillons de manière très, très sérieuse aujourd'hui avec des équipes d'édition et de publishing qui grossissent, puisque aujourd'hui on dépasse la vingtaine de personnes sur ces deux départements. Si on passe à la slide suivante, tout ça, effectivement, je dirais que ça booste cette remontée dans la chaîne de valeur, puisqu'aujourd'hui, on a vraiment une maîtrise quasi complète de cette chaîne de valeur, avec donc notre capacité à nous situer en tant que créateur, mais aussi maintenant en tant qu'éditeur et à parler directement aux distributeurs. Un très bon exemple, c'est notre deal avec Epic Games qui nous verse jusqu'à 88% des royalties et qui nous permet donc de nous adresser, d'être beaucoup plus proche de nos joueurs et de récupérer beaucoup plus de valeur sur nos jeux. Je crois que Benoît y reviendra, mais on est jusqu'à 10 fois plus de valeur récupérée par rapport au contrat classique que nous avions précédemment avec nos éditeurs. Donc vraiment, se positionner en tant qu'éditeur, c'est quelque chose d'important et de disruptif pour le studio. Si on prend la slide suivante. Donc voilà, un ADN créatif qui est très important, qui est vraiment notre savoir-faire, hein. Vous nous connaissez, c'est quelque chose qu'on a démontré sur Life is Strange, sur Vampire, sur Tell Me Why, sur Twin Mirror. C'est vraiment voilà, être capable d'apporter aujourd'hui aux joueurs d'aujourd'hui ce qu'ils recherchent dans les jeux vidéo et avoir ce savoir-faire, cette recette qui est vraiment quelque chose d'important et qui nous définit. Donc, des personnages ordinaires dans une situation extraordinaire, une identification forte des joueurs sur l'univers et les personnages que nous proposons. Mais nous ne faisons évidemment pas de films ni de séries, nous faisons du jeu vidéo, donc c'est quelque chose qui est très, très important avec cette émotion qui est générée par l'interaction, le joueur vraiment partie prenante de l'expérience. Et c'est vraiment une expérience forte et immersive que nous créons. Et puis, bien sûr, la prise de décision qui impacte la suite de l'histoire, un petit peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, vous allez pouvoir construire votre histoire, construire les choix et vraiment créer une histoire à votre image. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et du coup, effectivement, ça implique une communauté très forte, très active sur les différents réseaux sociaux. Voilà, on a plus de 3 millions de personnes qui nous suivent aujourd'hui. C'est une communauté vraiment qui continue à grossir. Donc, c'est quelque chose de remarquable et très important pour nous. Voilà, on reçoit souvent des lettres de nos fans, que ça soit effectivement par les réseaux, par le digital, mais aussi des lettres manuscrites. Et c'est toujours très touchant. Il y a vraiment cette relation avec nos joueurs qui est très forte et on en est très, très heureux. Si on passe à la slide suivante. Donc voilà, justement, si on regarde un petit peu notre catalogue aujourd'hui, il y a bien sûr Remember Me avec plus d'un million de joueurs, 1,2 million de joueurs, Life is Strange,
très belle réussite pour Vampire aussi, hein, on ne le dit pas toujours, mais avoir plus de 5,7 millions de joueurs, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Une très, très belle réussite. Donc, Life is Strange, j'y reviens pas, hein, avec 15 millions de joueurs pour le premier et plus de 10 millions de joueurs pour le deuxième. Et encore une fois, ça continue à grandir. Et puis, nos dernières sorties, Tell Me Why et Twin Mirror, et comme vous l'avez probablement vu déjà dans nos résultats, des belles royalties au niveau déjà de ce premier semestre, mais Benoît va y revenir. Donc voilà, beau catalogue. Si on passe à la prochaine slide, c'est voilà, c'est une réussite bien sûr commerciale, mais c'est aussi une réussite critique, je dirais, une belle reconnaissance de nos jeux par la presse, par les prix, et on reste vraiment aujourd'hui numéro 1 sur ce baromètre que maintient notre partenaire Midcap, avec plus de 74% de moyenne sur nos différents jeux en termes de Metacritic. Donc Metacritic, je rappelle, c'est une note moyenne que donnent les journalistes à différentes critiques. Elles sont regroupées, et c'est ce qui constitue la note métacritique. Donc très, très heureux de ça, très fier de ça, et c'est quelque chose de très important parce que finalement un métacritique élevé, c'est quoi? C'est des ventes longues, c'est un attachement des joueurs, c'est une trend, voilà, qui continue et qui dure sur plusieurs années. On le voit sur Life is Strange, on le voit sur Vampire avec de très beaux résultats. Si on passe à la suite, voilà un événement aussi très important, c'est cette Twin Mirror, voilà, qui fonctionne très bien sur Epic, qui est très bien, mais qui va sortir sur Steam. Donc Steam, c'est, je le rappelle, plus de 50% de nos ventes aujourd'hui sur nos différents jeux. Et donc nous avons cette sortie le 1er décembre, puisqu'on sort de l'exclusivité Epic Game Store pour sortir sur Steam. Donc une beau rebond sur nos royalties, en tout cas qui, on l'espère, sur le début décembre, 1er décembre 2021, donc sur cette fin d'année, avec effectivement nos équipes marketing et publishing qui travaillent fortement sur ce plan marketing et sur cette sortie Steam, et on pense que ça sera une très belle réussite. Si on passe à la suite, je pense que je vais laisser la parole justement à Brial pour plus parler du marché, et voilà, vous donner quelques chiffres très intéressants sur le marché et le positionnement de Dontnod dans cet écosystème du jeu vidéo mondial. Merci beaucoup, Oscar. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation en visio. Alors on va passer à la slide 14. Nous allons parler de notre marché à fort potentiel. Donc effectivement, voilà, Dontnod s'inscrit dans un marché du jeu vidéo mondial très dynamique, vous l'avez constaté, avec plus de 200 milliards qui sont attendus justement entre 2023 et 2024. Aujourd'hui, ce marché réunit quand même plus de 3 milliards de joueurs à travers le monde, donc c'est vraiment pour nous très important, encore une fois, de pouvoir toucher le plus largement possible ces joueurs. Et donc, il est aussi à noter sur ces 200 milliards que quand même 140 milliards sont réalisés sur le mobile. Et le mobile, pour Dontnod, c'est un axe, on l'avait déjà évoqué, qui reste stratégique pour le groupe. Bien sûr, on ressort d'une période inédite avec la crise sanitaire, mais qui a démontré évidemment les forces de notre secteur grâce aux vertus dématérialisées et d'expériences de jeu toujours plus sociales et plus connectées. Les nouvelles consoles de Sony et Microsoft sont arrivées dans un contexte inédit. Elles sont toujours distribuées au compte-gouttes, comme beaucoup aujourd'hui de pénuries sur le matériel informatique. Mais quand même, au vu des résultats, elles battent toujours des records de vente. Donc il y a toujours un gros appétit même pour les joueurs pour cette nouvelle génération de consoles. Voilà, donc nous, on est vraiment sur toujours dans une belle dynamique de marché avec beaucoup de potentiel.
Si on passe à la slide 15 maintenant, pour la dématérialisation, mais si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que nos jeux, chez Dontnod, c'est plus de 80% de nos ventes sont en digital. Et grâce à la multiplication des canaux de distribution, et j'y reviendrai après, et justement cet accès qui est vraiment H24 dans le monde, cette grande qualité qu'a expliqué Oscar, voilà, d'avoir vraiment toujours poussé notre qualité de jeu, nous permettent vraiment d'avoir une très longue durée de vie sur nos jeux. On l'a pu encore constater sur nos derniers résultats au niveau de nos royalties. Et les Life is Strange, les Vampires et nos nouveaux projets deviennent vraiment des classiques incontournables. Et donc on constitue vraiment actuellement un catalogue pour créer un événement à chaque lancement. C'est très important puisque à chaque nouveau lancement, on va relancer aussi nos jeux précédents et on va vraiment créer ce cercle vertueux autour de la marque Dontnod. On l'a dit aussi également, on a une forte communauté qui nous suit. Et puis évidemment, on cite souvent Ubisoft comme référence, qui tire une majorité de ses revenus de son back catalogue. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment très important de pouvoir alterner des lancements one-shot ou épisodiques, hein, comme vous l'avez vu dans notre pipeline. Et aussi, c'est important de maintenir une cadence de sortie de plusieurs jeux par an, et c'est ce que voilà, nous y travaillons activement actuellement. On va passer à la slide suivante, sur la slide 16. Voilà, donc ce slide où on est, voilà, Dontnod qui est plus que jamais au centre de cet écosystème avec cette position de leader, hein, sur notre segment des jeux narratifs. Voilà, nous sommes toujours recherchés pour nos contenus originaux, c'est vraiment très important puisque nos IP attirent un public qui est vraiment large et varié. Donc je rappelle un petit peu les grosses tendances, hein, mais vous avez vu récemment Epic qui a vraiment apporté, qui a bousculé le marché avec ce revenu share inédit, un partenaire avec lequel on a donc signé pour le lancement de Primirror il y a un an. Et donc, voilà, Epic aussi a attaqué aussi récemment Apple, hein, qui a réussi un peu à débloquer et à verrouiller un peu le système des revenus chers, le système de pouvoir aussi dans un jeu permettre d'utiliser d'autres systèmes de paiement. Et donc, même Google a suivi aussi la tendance, puisque pour certains types de projets et de développeurs, jusqu'à 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel, aujourd'hui, les développeurs peuvent toucher, au lieu de toucher 70%, aujourd'hui, voilà, Google et Apple proposent que 15% de cut. Donc ça, voilà, l'écosystème commence à bouger en termes de royalties pour les studios. Donc c'est vraiment un message qui est très fort. Et évidemment, on en profite à 100%. Un autre segment qui est très important qu'on suit depuis pas mal de temps aujourd'hui, c'est la 5G qui se déploie, évidemment. C'est cette guerre, en fait, dans le cloud gaming qui est à venir. Alors, il y a l'offre, par exemple, de Microsoft qui s'est positionnée assez tôt grâce au Game Pass. Là, on a appris qu'ils ont dépassé quasiment les 30 millions d'abonnés, donc c'est un vrai succès sur ce système d'abonnement, hein. Vous payez entre 10 et 13 euros pour avoir une sélection de jeux, d'après une centaine de jeux sur ce service, donc c'est vraiment très important. Sony aussi a bien développé son PS Nord, je crois qu'ils sont aussi en termes d'abonnés vraiment assez haut, donc voilà, ça commence vraiment à bien se mettre en place, ce système d'abonnement, et les joueurs s'y trompent pas, et évidemment, ils retrouvent aussi nos jeux dedans, et c'est important d'y être, donc avec beaucoup d'opportunités à saisir. Effectivement, Amazon derrière a dégainé avec Luna, Stadia avec Google. Alors effectivement, Google s'est repositionné plutôt vers des offres plutôt B2B pour les éditeurs, mais ils ont une technologie quand même qui fonctionne très bien. Donc nous, on est vraiment prêts, et vous verrez dans le futur nos jeux arriver sur ces services aussi de cloud gaming. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi le mouvement qui a été fait du côté de l'audiovisuel, puisque si vous avez suivi un peu les dernières actualités, Netflix vient de lancer sa division jeux vidéo et démarre sur les adaptations de séries existantes, hein, des IP que eux développent sur la partie audiovisuelle et sur mobile. Et puis ils ont annoncé il y a 48 heures en fait, le rachat d'un premier studio qui s'appelle Night School, et un studio qui fait du jeu narratif aussi. Donc voilà, on suit vraiment cette activité de Netflix avec beaucoup d'attention, puisqu'effectivement, on a comme vous l'avez vu avec nos jeux, on a beaucoup de relations entre ces fictions interactives et le jeu vidéo, puisque des jeux comme Life is Strange, on est vraiment dans cette tendance du jeu épisode, et c'est ce qui a fait aussi notre succès. Donc voilà, j'en parlais tout à l'heure, hein, les consoles nouvelle génération, le succès de la PS5, la série X, voilà, donc les joueurs sont toujours là, toujours à l'affût des nouvelles expériences. Donc pour nous, c'est des nouveaux relais de croissance, des nouveaux terrains de jeu. Toutes ces plateformes vont permettre encore d'étendre la vie de nos jeux existants. Vous verrez prochainement aussi des annonces de ce côté-là. Et donc voilà, on va pouvoir aussi proposer de nouvelles exclusivités dans le futur.
Et donc Dontnod, on est vraiment au centre de cette bataille, très sollicité, avec de très belles opportunités à saisir. Si on passe à la slide 17, alors effectivement, aujourd'hui, on est en pleine consolidation sur le secteur. On vous a fait un petit récap justement des opérations qui ont été réalisées, mais c'est vrai que là, depuis 2 ans, on le répète encore une fois, mais le contenu est roi. On a vu que depuis 2 ans, il y a eu énormément de studios qui ont été acquis par des grands groupes. Microsoft avait déjà fait l'acquisition de 8 studios depuis 2018. Sony, qui a aussi racheté Insomniac, qui était un de leurs flagships avec Spider-Man, qui a fait un carton, dont le 2 a été annoncé récemment. Et là encore, Sony se consolide, puisqu'ils ont encore racheté 4 studios là, depuis 2021, avec encore un rachat de Bluepoint hier. Donc voilà, donc on est vraiment encore dans une guerre du contenu, avec évidemment bah voilà, des gros groupes qui commencent à se consolider. Je reviens sur Microsoft, parce qu'ils ont fait une très grosse opération avec les 7 milliards de Bethesda, un très bel éditeur. Et puis bah, vous connaissez aussi, si vous connaissez un petit peu le secteur, vous savez aussi que le groupe Embracer continue à chaque trimestre de nous étonner avec des nouveaux rachats. Donc voilà, pour nous, on suit ça de très près parce qu'on trace notre route, comme on l'a expliqué, notre indépendance. Et indépendance de la création, on crée beaucoup plus de valeur effectivement dans les prochaines années. Donc bien sûr, on va pas se fermer de porte. On laisse la porte ouverte à des futures opportunités. Et on est très fiers voilà, de ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui va arriver dans le futur. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Benoît pour la présentation de nos résultats semestriels. Merci beaucoup, Abriel. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation des comptes semestriels 2021. Avant de passer aux chiffres, on va faire un petit rappel sur la stratégie du groupe qui a fortement évolué depuis quelques années. Alors, vous commencez à bien connaître Dontnod et son modèle, mais juste pour rappel, en fait, l'histoire du studio a démarré sur les contrats classiques où nous allions solliciter des éditeurs pour financer 100% des coûts de production du jeu. C'est un modèle qui était très sécurisé, qui permettait une petite marge d'exploitation durant le développement. Mais le problème de ce modèle, c'est que l'IP nous échappait totalement et surtout, les délais de recoupement étaient particulièrement longs et donc limitaient drastiquement les royalties que nous pouvions recevoir sur ces produits. Donc dès 2015, Dontnod s'est tourné vers la coproduction, une stratégie qui a été financée en grande partie par l'introduction en bourse du studio en mai 2018 et qui nous permettait, dès 2015, dès le démarrage du projet Vampire avec Focus, de détenir une part de la propriété intellectuelle et donc de bénéficier de royalties proportionnelles à notre investissement. Pour nous, c'était une première étape qui a en fait conduit le studio à aller beaucoup plus loin dans sa réflexion et dans sa stratégie et d'entamer vraiment un virage massif vers l'auto-édition. L'auto-édition, finalement, ne change pas la façon dont nous allons produire nos jeux vidéo, c'est juste que nous allons assumer la majorité, voire l'intégralité des coûts de développement, ces coûts étant toujours évidemment compensés par les crédits d'impôt jeux vidéo et par, le cas échéant, les minimums garantis que nous pouvons recevoir. Et en contrepartie de ce risque plus important, mais toujours maîtrisé, Dontnod conserve la majorité ou l'intégralité de ses propriétés intellectuelles et évidemment la majorité de ses royalties. Cette stratégie, en fait, a été engagée dès l'introduction en bourse en 2018. Elle a démarré avec Twin Mirror, qui est sorti donc sur la base justement d'une auto-édition pour le segment PC, et l'augmentation de capital de janvier 2021 avec l'entrée de Tencent nous permet aujourd'hui d'achever cette transition de portefeuille et de détenir aujourd'hui 5 projets sur 7 entièrement auto-édités chez Dontnod. Donc en termes de catalogue, on voit très bien le passage des contrats classiques à l'auto-édition en slide 20. Donc aujourd'hui, 4 licences ont été vraiment portées sur le modèle classique. Donc Remember Me, la licence Life is Strange, évidemment Tell Me Why, qui est sortie avec Microsoft. Et on voit du coup cette transition vers l'auto-édition en passant par aujourd'hui 2 contrats coproduits chez Dontnod, donc 2 contrats avec notre partenaire Focus Entertainment, donc Vampire et évidemment le projet 8 qui est toujours en cours de développement. Et cette transition vraiment vers l'auto-édition est en train de s'opérer, comme vous pouvez le voir, avec en interne, comme je le disais à l'instant, 5 projets entièrement auto-édités, donc projet 7, projet 9, les projets 10 et 11, ainsi que le projet M1 qui est actuellement développé à Montréal.
Donc cette stratégie se voit en termes de catalogue, mais également en termes de création de valeur, puisque vous commencez à bien connaître cet exemple qu'on a publié l'an dernier sur un jeu standard normatif d'un budget de 10 à 15 millions d'euros avec entre 30 et 35 millions d'euros de revenus générés pour le studio, un contrat classique. Si il nous rapporte environ 5 à 10% de royalties lifetime, ce ratio peut être multiplié par 3 sur un contrat de coproduction, évidemment toujours avec des royalties proportionnelles au niveau d'investissement qui est porté par Dontnod. Et ce ratio peut être porté jusqu'à x10, c'est notre objectif pour les contrats d'auto-édition et c'est tout le but de cette désintermédiation qu'on a opérée déjà avec la sortie de Twin Mirror et que nous allons poursuivre de manière vraiment majoritaire dans les années qui arrivent. On va maintenant pouvoir passer à la présentation des comptes. Alors, en termes d'activité, on peut noter vraiment déjà une croissance forte de 19% des produits d'exploitation économique, qui sont l'agrégation de 3 éléments très importants. D'une part, la production immobilisée, qui est portée par le studio et qui représente vraiment nos investissements sur nos projets dont on détient tout ou partie de la propriété intellectuelle. Et cette production immobilisée a été multipliée par 2 et est vraiment le signe en fait de ce virage stratégique que nous sommes en train d'opérer pour s'établir à 7,8 millions d'euros au 30 juin 2021. Les royalties, quant à elles, ont également été assez en forte croissance, je dirais, sur le premier semestre, puisqu'elles ont été multipliées par 3 et s'élèvent à 2,7 millions d'euros, étant entendu que le plus fort contributeur à cette croissance est Twin Mirror, pour lequel nous continuons de percevoir des minimums garantis de la part d'Epic Games, et évidemment un back catalogue toujours performant sur le premier semestre 2021, malgré un effet de base évident par rapport au premier semestre 2020. Et pour finir, et toujours conformément à notre stratégie d'auto-édition, la redevance éditeur, qui n'est aujourd'hui constituée que de la redevance liée au projet 8, a forcément baissé d'un peu plus de 60% pour s'établir à 2,3 millions d'euros au 30 juin 2021. Et nous arrivons donc à un total de produits d'exploitation économique de 12,8 millions d'euros sur ce premier semestre. On va maintenant avancer sur le compte de résultat. On vient de détailler ces produits d'exploitation économique. À noter vraiment un fait important de ce premier semestre, une maîtrise des charges, vraiment en dépit des risques liés à la crise sanitaire, en dépit des investissements qui ont été portés pour financer notre nouvelle organisation du travail. Les charges n'ont que très peu évolué au cours du premier semestre. On a une masse salariale qui est passée à 9,2 millions d'euros avec, pour information, un effectif moyen qui est resté plutôt stable, qui est passé à 245 personnes versus 243 au 30 juin 2020. Et des autres charges qui ont, elles également, assez peu évolué à 2,5 millions d'euros. Notre crédit d'impôt jeux vidéo qui désormais intègre le CTMM, autrement dit le crédit d'impôt au titre des jeux que nous développons à Montréal, s'est établi à 2,3 millions d'euros et notre EBITDA économique s'élève au 30 juin 2021 à 3,3 millions d'euros, qui est vraiment le reflet de la performance des royalties sur ce premier semestre. Autre élément très important du compte de résultat, l'EBIT économique qui voit justement l'effet des dotations aux amortissements qui se sont élevés à 2,7 millions d'euros au cours du premier semestre 2021 et qui sont très majoritairement constitués de l'amortissement au titre du jeu Twin Mirror et du quasi-achèvement de l'amortissement de Vampire qui sera du coup terminé au cours de l'exercice. Donc on arrive à un EBIT économique de 623 millions d'euros et après déduction du résultat exceptionnel, toujours majoritairement constitué de notre mécanisme de provision CJV et évidemment des dotations aux amortissements des écarts d'acquisition suite à l'acquisition de notre ex-société sœur Dontnod Eleven en juin 2018. Notre résultat net s'est élevé au 30 juin 2021 à 355 millions d'euros. On va maintenant parcourir le bilan, un bilan qui s'est considérablement renforcé grâce à l'augmentation de capital de janvier 2021 de 50 millions d'euros, je le rappelle. L'actif immobilisé s'est également renforcé. On compte aujourd'hui, en dehors évidemment de l'écart d'acquisition de Dontnod Eleven, presque 17 millions d'euros d'immobilisation incorporelle en cours au titre des jeux coproduits et auto-édités par Dontnod. Donc on est vraiment sur un poste qui va se renforcer dans les années qui arrivent.
Les autres créances qui ont fortement augmenté au 30 juin 2021, puisque nous avions un peu plus de 7 millions d'euros de crédits d'impôt jeux vidéo non encaissés au 30 juin. Alors juste également pour information, les crédits d'impôt jeux vidéo 2020 ont bien été perçus par la société au cours du mois de septembre. On a évidemment un double effet de cette augmentation de capital à la fois sur les disponibilités du groupe, qui dépassent aujourd'hui les 60 millions d'euros et qui vont nous permettre vraiment de financer notre stratégie et de saisir des opportunités. Et l'autre effet, évidemment, se porte sur les fonds propres qui se consolident véritablement et frôlent désormais les 90 millions d'euros. On a toujours un bilan très peu endetté. L'intégralité en fait de ce poste, enfin la quasi-intégralité de ce poste est toujours composée du PGE, du prêt garanti par l'État, qui avait été sollicité par le groupe au cours du mois d'avril 2020 et qui sera finalement remboursé au cours du mois d'avril 2026, donc sur une période de remboursement de 5 années. Et pour finir, des autres dettes qui contiennent toujours un poste qui s'amenuise néanmoins de 793 000 euros de produits constatés d'avance, notamment du point de vue du traitement des minimums garantis des PIC. Et donc, nous arrivons donc à une taille de bilan d'un petit peu plus de 100 millions d'euros sur ce premier semestre comparé à 52 millions au 31 décembre 2020. On va maintenant se pencher sur les tableaux des flux de trésorerie qui donnent vraiment un bon aperçu de nos CAPEX, de nos investissements incorporels au titre de nos jeux coproduits et auto-édités. Donc, pour commencer déjà, on peut noter un bon renforcement de la marge brute d'autofinancement dû à la réintégration des dotations aux amortissements. On a une variation assez importante du BFR qui sont dues à l'évolution des autres créances d'exploitation sur ce premier semestre et un flux net d'activité de 1,4 million d'euros au 30 juin 2021. Donc, comme je le disais, on a vraiment une bonne représentation de nos investissements juste en dessous, au niveau des flux nets de trésorerie des opérations d'investissement, qui se portent aujourd'hui à 8,1 millions d'euros et qui représentent tous les investissements portés par le studio pour nos jeux coproduits et auto-édités. Et pour finir, évidemment, un impact fort de l'augmentation de capital réalisée en janvier 2021, qui porte aujourd'hui notre trésorerie de clôture à 62,9 millions d'euros. Alors vraiment, pour conclure cette partie financière, on l'avait annoncé, on est vraiment sur un exercice de consolidation sur 2021. La transition promise en fait en auto-édition est vraiment en train de se concrétiser, puisqu'aujourd'hui, 5 de nos 7 jeux sont entièrement auto-édités, notamment grâce à l'augmentation de capital qui a été réalisée en janvier 2021. Et nous portons évidemment toujours notre projet 8 coproduit avec Focus Entertainment et notre projet coproduit avec le studio danois Portaplay. Donc, on est sur un exercice de développement avec des coûts maîtrisés, un fort renforcement de la trésorerie qui va nous permettre justement de concrétiser cette stratégie avec sérénité. Et du coup, justement, en parlant de stratégie et de perspective, je vais te repasser la main, Oscar. Et tu es mute, Oscar. Merci Benoît, quelle belle transition pour parler justement de nos perspectives. Donc, si on regarde notre stratégie qui a pas, voilà, qui est renforcée, qui je dirais est assez est connue maintenant et nous l'avons déjà présenté plusieurs fois depuis notre introduction en bourse, mais qui s'accélère avec ce passage en auto-édition, comme l'a très bien présenté Benoît. Donc aujourd'hui, plus de jeux développés, 6 lignes de production simultanées, plus une 7e aujourd'hui en externe, avec ce studio danois, Portaplay, un très beau projet. Plus de revenus récurrents, puisqu'on constitue ce back catalogue solide et qui, comme Abrial l'a précisé aussi tout à l'heure, va apporter de plus en plus de revenus récurrents au studio. C'est quelque chose de très important, avec cette qualité de titre qui est là aussi. Encore une fois, un métacritique aujourd'hui très élevé et très fort, donc une attractivité forte de nos titres et une durée pour nos titres de plus en plus longue. C'est quelque chose qu'on va continuer à développer avec les nouveaux jeux qui arrivent. Une capacité aussi de capter plus de valeur. On parlait du delay click, mais ça va continuer aussi puisque nous sommes éditeurs, donc nous récupérons encore
plus de valeur sur chacun de nos jeux. Et puis, plus d'actifs créés, donc une détention de la propriété intellectuelle. C'est très important que le studio puisse posséder ce qu'il produit, ce qu'il crée, et puisse le faire, le développer et en recueillir les fruits. Donc c'est des jeux, mais c'est évidemment par la suite des spin-offs, des adaptations, etc. Ça nous ouvre vraiment je dirais, un catalogue de possibilités qui est très large et très important pour notre développement. Et bien sûr, on profite d'un marché qui est vraiment, dont on est, voilà, je dirais, où le contenu est roi. Et en tant que créateur de contenu, c'est vraiment une belle position pour nous à avoir et avec voilà, de très belles perspectives dans les prochaines années. Sur la slide 28, c'est vraiment très important de le rappeler. Vampire, c'est un très beau succès, 5,7 millions de joueurs. Voilà, on est très fiers aussi de ce jeu. Et puis, on continue à travailler avec Focus, hein, qui est un partenaire maintenant privilégié de Dontnod. C'est comme Benoît l'a rappelé, c'est notre partenaire en coproduction, l'éditeur avec qui on continue de travailler. Et même si on développe notre auto-édition, c'est vraiment ce changement de modèle qu'on est en train d'apporter. On garde ce partenariat, voilà, qu'on trouve fructueux et bénéfique pour les deux parties, que ce soit nous en tant que créateurs, développeurs et Focus au niveau de l'édition. Donc, quand on reprend un petit peu le pipeline, voilà, vous voyez que nous avons les projets 7, 9, 10, 11 et le projet de Montréal qui sont en auto-édition. Donc, on va vraiment la montée en puissance de ce modèle maintenant dans nos productions avec les sorties qui vont arriver à partir de l'année prochaine. Donc, c'est des belles années qui nous attendent. Et puis, cette première coproduction externe avec le studio danois Portaplay. On en est aussi voilà, très heureux, très heureux de pouvoir nouer ces partenariats-là. Alors, on reste, je ne l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, mais on reste très sélectif sur les projets qu'on prend notre édition, mais ça permet vraiment de compléter notre catalogue et de compléter nos sorties pour les prochaines années. Donc, Portaplay, puis pourquoi pas d'autres studios. Amrial et ses équipes, ils travaillent fort. Donc voilà, mais on reste sélectif parce qu'aujourd'hui, faire un jeu vidéo, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui nécessite un vrai savoir-faire, une vraie recette. On la possède, je pense, on l'a démontré à Dontnod, mais il faut aussi que ça soit le cas pour les studios externes. Un petit mot de Tencent, de ce beau partenariat que nous avons noué avec eux. C'est Benoît l'a rappelé, hein, cette levée de fonds nous a permis vraiment d'accélérer cette stratégie d'auto-édition avec voilà, vraiment des finances solides. On se donne vraiment les moyens de nos ambitions, je dirais, avec cette entrée de Tencent et puis aussi le soutien des autres fonds d'investissement qui ont aussi participé à cette augmentation de capital, que je remercie fortement aussi, parce que ça nous permet vraiment de booster notre stratégie d'auto-édition. Ça nous permet aussi de développer des partenariats au niveau marketing et du publishing. Voilà, l'Asie est un marché particulier. Donc, aujourd'hui, nous pensons bien maîtriser toute la partie western, je dirais, donc Europe, Amérique du Nord, aussi Europe centrale et Amérique du Sud. C'est des choses qu'on connaît bien, qu'on a déjà travaillé avec des ventes qui fonctionnent bien dans tous ces pays-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Chine, au niveau de l'Asie, il y a un vrai savoir-faire de Tencent et on en bénéficie de manière importante et c'est structurant pour nous, c'est un vrai apport positif. Et puis aussi, bien sûr, sur la partie distribution, sur la partie vente dans ces pays-là, c'est pas uniquement
publishing, mais aussi la partie distribution, où effectivement Tencent nous aide bien. C'est très appréciable de pouvoir échanger de l'expérience et profiter de leur expérience sur le marché asiatique et sur le segment mobile. Donc un partenariat vraiment stratégique, structurant et qui va nous permettre de nous développer de manière encore plus forte sur ces différents segments. Pour résumer, les facteurs clés d'investissement, pour nous, c'est important de rappeler 5 points clés, je dirais. Un leadership sur les jeux narratifs, comme on l'a démontré. Il y a vraiment une demande aujourd'hui des joueurs sur des histoires, sur une expérience forte, narrative, et on est aujourd'hui leader mondial sur ce segment. On a un marché, un écosystème qui est vraiment tourné vers les créateurs de contenu. Abrial l'a très bien montré, on est vraiment au centre de cet écosystème où le contenu est roi. Et aujourd'hui, on est capable de créer des nouvelles propriétés intellectuelles, de les développer, de les commercialiser. C'est quelque chose qui, je pense, est un savoir-faire très, très précieux, je dirais, dans cette industrie. On a un pipeline riche de 7 jeux en production et des sorties qui vont s'accélérer. Alors, bien sûr, on a aussi Twin Mirror cette année qui sort sur Steam, hein, je le rappelle, c'est un point important. Mais ensuite, des sorties qui vont s'enchaîner à partir de 2022. Et puis, un business model qui est renforcé et diversifié avec effectivement cette place, encore une fois, dans la chaîne de valeur de plus en plus importante, et notre capacité à toucher jusqu'à 88% de revenus importants, et puis sécurisé par des minimums garantis. Benoît en a beaucoup parlé, sécurisé aussi par du crédit d'impôt, donc un soutien public aussi important, que ça soit en France mais aussi à Montréal, hein, je le rappelle, un crédit d'impôt de 37,5% à Montréal aussi sur la masse salariale. Donc on a vraiment un soutien qui est sur nos deux pôles, je dirais, du groupe, qui est fort et qui est important, donc qui permet aussi de sécuriser. Et puis voilà, la montée en puissance des royalties, on le voit, elle est en train de prendre de plus en plus d'importance. Et c'est effectivement cette montée, cette création de valeur qui va s'accélérer dans les prochains mois et les prochaines années avec la sortie de nouveaux titres sur le modèle d'auto-édition ou de coproduction aussi, qui va vraiment nous permettre d'avoir cette forte création de valeur à l'avenir. Donc on pense qu'on a vraiment choisi le bon modèle, la bonne stratégie pour les prochaines années. Voilà, on est arrivé au bout de cette présentation. Merci beaucoup de l'avoir suivi, d'avoir écouté. Et puis je crois que maintenant, on passe aux questions. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton « Lever main » sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. Monsieur Cassa, vous avez la parole, vous pouvez activer votre micro. Alors, Monsieur Cassa, votre micro est activé de notre côté, il faut l'activer du vôtre. Alors, peut-être une autre... Est-ce que vous m'entendez là? Ça y est, on vous entend. Ah, Ouais. Désolé, j'avais fait une fausse manip. Oui, bonjour, Alexandre Casas, chez Casas Associés. Je vous avais posé une question en avril sur l'organisation du travail et l'impact Covid et le télétravail. Je suis content que vous ayez fait une mention là-dessus, que vous rappeliez qui je suis. Donc, je m'intéresse à votre société à cause de mon fils. Moi, je ne connaissais pas du tout votre société. Donc, je suis devenu actionnaire, un petit actionnaire au printemps. Et là, je m'interrogeais sur, au fond, l'échec boursier et puis l'échec de l'augmentation de capital qui contredit certains éléments objectifs de votre compte de résultat et surtout
de votre bilan. Et j'essayais de comprendre pourquoi, compte tenu du fait du prix par rapport à l'IPO et le fait qu'on soit 15% en dessous du prix d'augmentation de capital, alors que la bourse a gagné 15%, ce qui fait un delta de 30% dans un secteur qui est très actif. En même temps, je vois plein de transactions boursières sur votre secteur, et donc j'essaye de comprendre. Et une des raisons, à mon avis, sur cet écart entre les fondamentaux, etc., c'est la difficulté, de comprendre certains comptes, dont je m'adresse au directeur financier, et deux, sur l'évolution de modèle économique. Donc j'ai bien regardé votre société, j'ai bien regardé ça fait quand même 35 ans que je fais ce métier, et donc je me disais qu'au fond, les changements, on les aura surtout en 2022 et 2023. Des changements brutaux. On aura des changements brutaux sur le chiffre d'affaires, si j'ai bien compris, sur le BFR, sur le ROCE, et donc, ce que je vous demanderais, c'est un peu de faire de la pédagogie sur les ratios à regarder et sur les évolutions à attendre de ce compte de résultat. Parce que de l'extérieur, là, quand je vois l'anomalie, évidemment, sur vos fonds propres, sur la trésorerie et la valeur boursière, je vois une absurdité. Mais en même temps, je vois votre tout petit compte de résultat, votre petit chiffre d'affaires, et je me dis, quel est le bon ratio? Et donc, je suis obligé de regarder des ratios tout bêtes comme la capi boursière par rapport aux effectifs, qui est un ratio commun que j'ai vu dans toutes les opérations. J'arrive à retrouver ce ratio-là. Et donc, ma question, c'est comment va évoluer en 2022 et 2023 le compte de résultat, sachant que pour l'instant, il y a un monumental écart entre le compte de résultat et le bilan, puisque le bilan est 5 fois plus gros que le compte de résultat. Voilà, et donc les 3-4 grands ratios à la fois sur les marges, le chiffre d'affaires et le ROCE. Voilà ma première question. J'avais deux autres questions, je voulais juste les lister. Un, ce qu'on a vu avant-hier sur Kepler Interactive, un peu votre réaction, si c'est un modèle auquel vous croyez, quelle est votre réaction? Et la troisième, évidemment, ce qu'on voit dans la presse partout, c'est le changement de politique économique en Chine de Xi Jinping. Je vois qu'il y a une personne chinoise là qui est dans les participants, peut-être c'est quelqu'un de Tencent. Et en gros, est-ce que l'évolution de la politique des autorités chinoises sur les jeux vidéo en Chine et sur le fait de les limiter a une conséquence sur votre exploitation, et si jamais c'est une crainte à avoir à l'avenir? Voilà les trois questions. Merci pour réponse à tous les trois. Merci beaucoup, monsieur, pour ces questions très complètes et larges. Je vais, de mon côté, en fait, me concentrer sur le côté boursier, compte de résultat, perspective. Alors, déjà, on remarque depuis environ 6 mois que le secteur du jeu vidéo a globalement baissé. On pense qu'il y a vraiment un élément macro qui affaiblit les valeurs du secteur, et on en fait partie. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous dépasse à notre niveau, parce qu'on pense qu'il y a vraiment en ce moment une petite faiblesse sur le secteur qui, je l'espère, va se rétablir sur l'exercice 2022. Je pense que vous avez très bien analysé le compte de résultat et le bilan, et vous avez tout à fait compris qu'aujourd'hui, des changements majeurs vont s'opérer à partir de 2022-2023. En fait, l'exercice 2021 et en partie l'exercice 2020 ont été 2 années où nous avons moins bénéficié de la redevance des éditeurs, on a moins sollicité ses partenaires pour financer nos jeux, on a davantage investi, à la fois en coproduction et désormais beaucoup plus en auto-édition, ce qui veut dire que la taille de bilan augmente, nos immobilisations incorporelles augmentent parce qu'on investit davantage. Côté compte de résultat, ça se reflète plutôt bien, puisque la quasi-intégralité de nos coûts de production qui ne sont pas couverts par le chiffre d'affaires éditeur se retrouvent en production immobilisée. D'un autre côté, c'est un petit peu aussi ce que j'ai rappelé tout à l'heure, le risque financier pour Dontnod augmente parce qu'on est moins baqué par nos éditeurs, mais davantage grâce au minimum garanti, grâce au crédit d'impôt. Et donc là, en fait, on est vraiment dans une période d'investissement, et vous l'avez tout à fait compris, on doit attendre justement ces fameuses sorties, ces 5 sorties de jeux auto-édités qui vont nous permettre justement de percevoir des royalties. Mais pour le moment, tant qu'on les produit, oui, le compte de résultat est plutôt limité. Oui, les charges augmentent. Oui, le chiffre d'affaires, notamment éditeur, diminue. Mais on est vraiment dans cette période de transition. Et nous, on est persuadés, on est convaincus que c'est la bonne stratégie. Quand on voit un exemple type Life is Strange qui a rapporté des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires,
sur ces dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, dont nous n'en a perçu qu'une infime partie, parce que c'était un contrat classique, et en plus, l'IP nous a échappé, alors que ce jeu a été un succès mais phénoménal. On ne veut plus que ça arrive. Et on est prêt à un peu, je dirais, mettre de côté 1 ou 2 années d'exercice pour investir, pour se concentrer sur le futur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la bonne stratégie. On sait qu'on doit garder nos IP, on sait qu'on doit investir pour garder nos royalties. Donc nous, aujourd'hui, on est absolument convaincus du mouvement qui est en train de s'opérer chez Norton, mais je suis complètement d'accord avec vous, il faut de la patience. Et je vous rejoins parce que je pense que vous avez tout à fait compris les fondamentaux et la stratégie. Ce n'est qu'à partir de 2022, lorsque là où les sorties des premiers jeux auto-édités va s'opérer, que, évidemment, en cas de succès, là, tout va se retourner. Le chiffre d'affaires royalties va considérablement augmenter. Au niveau des ratios dont vous parlez, il faut toujours très bien regarder à la fois l'EBITDA sur chiffre d'affaires, en tout cas l'EBITDA sur PE, produit d'exploitation économique, et l'EBIT sur PE. Pour répondre à votre question dans la question, moi je considère aujourd'hui que l'EBIT économique est beaucoup plus intéressant, puisqu'il prend en compte la notion d'amortissement des actifs incorporels, et en fait il prend vraiment en compte l'effet qu'on va retrouver entre d'un côté la production immobilisée des jeux investis et de l'autre l'amortissement des jeux commercialisés, avec toujours cette prise en compte des crédits d'impôt jeux vidéo qui fait partie intégrante de notre structure économique. Je suis vraiment en phase avec votre analyse, il faut de la patience, mais nous on sait que c'est ce qu'il faut faire. On sait vraiment que c'est la bonne stratégie, on en est convaincu à 10 000 %, donc voilà, on avance là-dessus. Merci beaucoup déjà pour J'espère avoir répondu à Oui, au oui, moins une grande partie oui. de vos questions, et surtout si il vous reste d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ici ou évidemment hors de la réunion de SFAF. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger davantage. Ok. Je vais peut-être laisser alors. Il y avait d'autres questions Ouais, sur. La question sur le regroupement de studios récents. Peut-être Abrial, tu en parlais, puis moi je vais prendre la parole peut-être pour la partie partenariat Tencent, et peut-être les restrictions qu'on voit aujourd'hui sur le marché chinois. Attention, c'est des restrictions qui concernent un certain type de jeu, mais j'y reviendrai. Donc, Abrial, peut-être à toi de... Oui, merci. Merci, Oscar. Ouais. Oui, effectivement, Cléper Interactive, c'est une association, une alliance qui est assez surprenante, mais on a déjà eu le cas il y a une vingtaine d'années avec Gathering of Developers. C'était une alliance entre studios, mais qui était plus dans un alliage éditorial, alors que là, on est plutôt dans un peu hétéroclite. Ce qui est un peu étonnant aussi, c'est le positionnement de studios qui vont mettre des choses en commun. Alors effectivement, derrière, il y a Kunlun Studio, qui avait investi dans ces studios déjà un certain montant. Sauf que Kunlun ne fait que de l'investissement et ses studios ne font pas aussi d'édition. Donc il y avait une idée justement de redescendre dans la chaîne de valeur pour justement arriver à trouver une solution pour éviter peut-être de vendre trop de droits à des éditeurs. Mais effectivement, nous, ce qu'on est en train de suivre, c'est de voir, avec cette alliance un peu hétéroclite de studios qui ne font pas du tout la même chose, comme nous, on a une ligne éditoriale, un ADN. Et l'exemple qu'on a fait, nous, par exemple, avec Portaplay, qui partage justement ces valeurs et ces types de jeux qu'on fait. Nous, on est plus confiance sur une stratégie qui est de message, de contenu, plutôt que de voir aussi des studios qui essayent de s'allier en se disant on préfère nous allier nous-mêmes plutôt que de travailler avec des éditeurs. C'est aussi notre stratégie, mais en même temps, il faut faire attention, puisque s'il y a un projet qui se plante et comme tout est en commun, qu'est-ce qui va se passer? Qui va prendre le risque pour les autres? Mais voilà, on va suivre ça de très près. On connaît très bien tous ces acteurs-là. Donc c'est quelque chose de très intéressant qu'on va voir comment ça va se formuler, parce qu'à l'époque, par exemple, Gathering of Developers a été racheté directement par Take-Two. Et effectivement, les anciens, ces créateurs-là, sont devenus Devolver. Les gens qui avaient créé déjà ça à l'époque sont devenus Devolver. Donc voilà. On suit ça. Ok. Oui, je pense que c'est une façon d'essayer de partager le risque, et puis d'essayer aussi de construire un pôle d'édition, ce qui est un vrai challenge. Nous, on le fait en interne. On a effectivement aujourd'hui l'étendue de titres qui nous permet de le faire, puisqu'il s'agit de 7 studios qui sont nus. Aujourd'hui, on a 7 chaînes de production aussi en interne. Donc, il y a une question de taille qui nous permet de le faire. Peut-être pour certains développeurs, ils ne peuvent pas le faire tout seuls, donc ils doivent se rassembler, essayer de construire ça ensemble. Mais c'est intéressant, c'est très bien. Nous, voilà, on considère les studios comme des partenaires, et on est heureux que l'industrie progresse, quoi. Donc c'est très bien.
Au niveau des restrictions, je ne sais pas si j'ai bien répondu à si on a bien répondu à cette question-là, et puis sinon on peut passer au développement. Oui, oui, impeccable, impeccable. Oui, oui, j'ai bien compris, oui, oui, bien. Nous, encore une fois, nous sommes présents aujourd'hui en Asie, en Chine, avec des ventes, on va dire, entre 10 et 20% à peu près, suivant les différents jeux qu'on a, etc. Mais nous faisons des jeux narratifs. Nous ne faisons pas des jeux qui sont des jeux qui peuvent provoquer des addictions, qui sont justement, qui peuvent être assimilés à des jeux de casino, entre guillemets, avec de la microtransaction, voilà, de la loterie, etc. Donc tout ça, nous ne faisons pas. Nous faisons, comme vous l'avez vu, hein, plutôt comme on pourrait se rapprocher de ce que fait la série télé. Donc c'est plutôt des expériences narratives, des histoires qui sont limitées dans le temps, avec des durées de jeu par épisode. Un épisode de Life is Strange, c'est je dirais, entre 2 et 4 heures de jeu. Donc ça ne génère pas des nuits sans sommeil chez les ados ou les enfants. Donc c'est pas ça qu'on veut faire. Donc on n'est pas, nous, dans le viseur du chinois, pas du tout. Et nos ventes aujourd'hui se font essentiellement sur Steam, hein, sur ces territoires-là. Et Steam aujourd'hui est autorisé, du moins n'est pas interdit en Chine. Donc on continue à travailler, je dirais, normalement sur ces territoires. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est toujours plus sympa quand c'est de vive voix et quand on peut échanger. Monsieur Mézage, vous avez la parole, vous pouvez activer votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Alors, j'ai quelques questions pour ma part. Alors, j'ai été coupé un moment de la réunion, donc peut-être que c'est des informations que vous avez déjà données durant la réunion. Et pour le coup, je découvre aussi votre société. La première question, c'était sur le marché du jeu vidéo. Vous aviez dit que le marché est comme une belle tendance. Mais qu'en est-il du marché des jeux AA? Est-ce que ce marché du jeu vidéo, il est tiré par les gros players triple A? Est-ce que c'est par les petits jeux sur téléphone? Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu de détails là-dessus? Ensuite, j'ai d'autres questions un peu plus techniques. Enfin, disons, si on peut revenir sur vos catégories de jeux. Donc, vous avez des jeux qui ont été en développement classique, ensuite en coproduction et auto-édition. Alors ça, peut-être que vous l'avez déjà donné, mais est-ce qu'on peut voir combien de jeux est dans chaque catégorie et la part de revenus associée à chaque catégorie? Toujours sur les jeux, à combien s'élève votre back catalogue en montant? Et cela représente aussi combien de jeux? Merci beaucoup pour cette question. Donc peut-être juste, je vais démarrer avec le côté AA. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut définir ce segment? Pour nous, effectivement, on utilise ce terme, mais c'est plus pour dire qu'on a des budgets maîtrisés, en fait. Aujourd'hui, on travaille sur des budgets, on va dire, entre 10 et 30, et les jeux qui sont à 30, c'est des coproductions, en particulier la coproduction qu'on fait avec Focus. Donc, ça nous permet de prendre des risques mesurés. Aussi, ça nous permet de garder des équipes à taille humaine. Donc, aujourd'hui, on a des équipes extrêmement efficaces, extrêmement dévouées à leur travail, parce que c'est une vraie passion, ils ont un vrai impact sur les sujets qu'ils développent, sur les jeux qu'ils développent. Et donc, pour nous, c'est des choses qui sont importantes d'un point de vue, je dirais,
risques financiers que nous allons prendre pour nos différentes productions, et de l'autre côté, sur l'efficacité des équipes, ce qui nous permet en fait de faire d'avoir la bonne recette pour ensuite pouvoir capitaliser sur les succès commerciaux. Quand on regarde les ventes justement de Life is Strange, qui est on peut dire un AA, c'est quand même aujourd'hui 15 millions de joueurs. Life is Strange 2, c'est aujourd'hui plus de 10 millions de téléchargements. Donc je dirais que quand on a cette recette de créateur qui fonctionne, quand on a un parti pris, je dirais, créatif quelque part important, ça permet aussi de toucher une communauté et ça permet de générer des ventes, et en plus des ventes qui sont assez longues, puisque ça fait maintenant plus de 5 ans que Life is Strange est sorti. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes pour nous, et c'est comme ça qu'on se construit. Après, il y a bien sûr d'autres recettes, hein, il y a d'autres acteurs, il y a des gens qui investissent énormément. Quand on voit un GTA qui coûte des centaines de millions d'euros, quand on voit un Cyberpunk pareil, c'est des risques extrêmement importants qui sont pris, qui parfois fonctionnent très bien, mais parfois ça peut aussi générer de très gros échecs. Donc il faut savoir, il faut avoir je dirais, la bonne recette créative pour toucher la communauté, pour toucher les joueurs, pour vraiment leur apporter une expérience qu'ils recherchent. Et c'est pas forcément une expérience qui doit être très coûteuse à développer, ou d'un autre côté très peu cher, comme le hyper casual ou le mobile, où il y a aussi énormément de développeurs et finalement assez peu d'élus. Donc nous, on pense qu'on a trouvé le bon équilibre. Alors, je comprends tout à fait le positionnement, mais ma question, c'était plutôt là, vous annoncez par exemple 219 milliards de prévisions sur le jeu vidéo. Ça se décompose comment? La tendance, les joueurs, ils ont la tendance à aller plus vers des jeux AAA, ou est-ce que la part de jeux AA dans le marché total du jeu vidéo, elle est stable, elle est en croissance? C'est plutôt ça ma question. L'intérêt des joueurs. Oui, tout à fait. La question est difficile à répondre parce que on peut comparer assez facilement le mobile ou le PC, la PlayStation avec d'autres plateformes, etc. C'est le streaming, mais c'est difficile d'isoler que des jeux AA. Donc, pour être tout à fait honnête, on n'a pas les répartitions exactes. On peut le voir sur nos titres, on peut le voir effectivement sur quelques titres de la concurrence, mais la répartition AA, AAA sur le marché, elle n'est pas évidente à trouver, puisqu'il y a des jeux qui sont un peu entre les deux. C'est une répartition complexe. Mais on pense qu'il y a une capacité de croissance du jeu AA qui reste forte et qui va grossir dans les prochains mois, prochaines années, puisque c'est là-dedans qu'on investit, c'est là-dedans qu'on se développe. Donc voilà. J'ai un peu du mal à vous donner des chiffres précis, mais on pense que stratégiquement, la capacité, peut-être Gabriel, tu as de... Ouais, je voulais juste rajouter juste deux facteurs importants. Il y a déjà le premier facteur, c'est le facteur prix, puisque c'est vrai que sur les AA, on a quand même des prix attractifs pour un public assez varié. On a des joueurs qui sont assez larges, sont entre 16 et 35 ans, on va dire, avec un facteur prix, donc avec un prix d'appel qui est entre, on va dire, 20 et 40 euros maximum. Donc vraiment, ça permet vraiment de focaliser justement le rapport, un très beau rapport qualité-prix. Vous avez vu, nous aussi, nos jeux sont justement très axés sur la qualité. Ça, c'est très important pour tenir notre communauté. Alors après, effectivement, sur les AAA, il y a un cœur de joueurs qu'on appelle vraiment les core gamers qui sont toujours à l'affût des nouvelles expériences, qui sont prêts à mettre très cher pour un AAA. Aujourd'hui, sur PS5, c'est du 80 € quand même pour avoir un très beau jeu. Donc oui, il y a le AAA est toujours pour donner une vitrine technologique, mais par contre, derrière, effectivement, c'est quand même un pourcentage de joueurs qui est aussi moindre par rapport aux jeux mobiles. Sur les 200 milliards, c'est 140 milliards qui est sur le mobile, dont à peu près 50% aussi des jeux consommés en Asie. Donc voilà, après, c'est vraiment ultra segmenté. Et par exemple, nous, les jeux narratifs, les jeux d'aventure, c'est à peu près 10 à 15% du marché global. Mais ce qui est très important, c'est justement ce positionnement, comme
pas mal d'éditeurs ont sur le segment AA, avec un prix qui est attractif, avec une communauté qui est bien définie, et justement des joueurs qui sont un peu plus casual et qui veulent une expérience un peu plus aboutie, vont passer peut-être du mobile au AA, et puis ensuite vont aller à des expériences un peu plus immersives vers le AAA. Donc on est vraiment dans une espèce de mouvance qui se fait au fur et à mesure des générations de consoles et des cycles qui arrivent dans notre secteur. Donc nous, ce positionnement-là, on le conserve bien, puisque d'une part, on investit aussi pour améliorer nos technologies. Nous, on est sur Unreal, on passe sur Unreal 5 avec des nouveaux moteurs de jeu. Donc à chaque fois, on améliore cette capacité à montrer des choses plus expressives sur nos jeux. Et puis en même temps, on reste toujours sur un prix attractif, et ça, c'est important. Je le signale parce que c'est comme ça qu'on arrive justement à avoir des millions de joueurs justement qui permettent rapidement de vendre des jeux. Et avec comme disait Oscar, avec nos budgets qui sont très, très autonormés, on va dire, et qu'on arrive rapidement aussi à pouvoir recouper sur la longueur avec un public qui nous suit, avec aussi nos 4 millions de joueurs sur lesquels on capitalise. Donc voilà, c'est ça qui fait aussi la différence pour nous et notre segment. Entendu. Alors, je reprends la main sur vos deux questions. Merci de les avoir posées. Alors, aujourd'hui, alors si j'ai bien compris, hein, en termes de composition du catalogue, aujourd'hui, on a un seul jeu. Alors, si on parle de la redevance éditeur, on a un seul jeu qui contribue à ce chiffre d'affaires. C'est notre seul projet porté en coproduction, donc c'est notre projet 8. Et ensuite, en termes de composition du chiffre d'affaires royalties entre sorties nouvelles et back catalogue, alors en fait, je vous rassure, vous n'avez pas loupé d'informations. C'est juste qu'en fait, pour le moment, on ne préfère pas donner ce split parce qu'on trouve qu'il n'est pas pertinent. Étant donné que le back catalogue est encore restreint, d'un semestre sur l'autre ou d'une année sur l'autre, en fait, on peut se faire d'un effet de base avec une sortie qui va d'un coup représenter 80% du catalogue et l'année suivante, pas du tout. Donc, on n'est pas du tout sur un schéma très linéaire à la Ubisoft où il y a tellement de jeux au catalogue qu'on peut sortir une tendance réaliste. C'est pas encore notre cas malheureusement, mais on y travaille comme vous pouvez le voir. Mais on préfère pas donner ce split pour le moment parce que voilà, on le trouve pas pertinent à la lecture du compte de résultat. D'accord, si j'ai bien compris, vous avez un seul jeu en gros qui constitue le back catalogue. Alors non, en fait, on en a 3 pour le moment. Nous avons Remember Me, Life is Strange et Vampire, qu'on peut considérer comme du back catalogue et qui rapporte du chiffre d'affaires. Et on a Twin Mirror, qui n'est pas encore rentré au back catalogue parce que le jeu a un peu moins d'un an. Il va avoir une seconde vie sur Steam à partir du 1er décembre, donc on ne le fait pas encore rentrer dans le back catalogue. Mais aujourd'hui, on a 3 jeux qui les constituent. D'accord, et du coup, tous les autres jeux de royalties, c'est les jeux qui ont été développés sur le contrat classique. Exactement. Alors, Vampire a été coproduit. En revanche, la licence Life is Strange et Remember Me sont des jeux au format classique. Exactement. Donc avec des seuils de rentabilité assez faibles. Ok, donc si je résume, pour l'instant, vous touchez de l'argent sur 4 jeux. C'est tout à fait ça, oui, exactement. Ok, et s'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite parce que j'en ai 2 autres du coup. Sur les coûts de développement, vous avez dit, alors je ne sais pas si vous avez donné quelle est la part qui est capitalisée en montant, et est-ce qu'au PNL, vous avez de la sous-traitance de développement? Oui, tout à fait. Alors, en fait, donc la part qui est capitalisée, ce sont ces fameux 7,8 millions d'euros que vous retrouvez en production immobilisée, en fait, qui relève d'une estimation des coûts complets en fait, de nos projets auto-édités ou coproduits. Et donc, cet investissement, en fait, ce CAPEX incorporel se retrouve en production immobilisée. Et ensuite, lorsque je vais commercialiser, cet actif incorporel est amorti. Et cet amortissement, vous le retrouvez un tout petit peu plus bas dans les dotations aux amortissements. Et là, on a 2,7 millions d'euros qui sont très majoritairement constitués des amortissements des jeux Vampire, qui est en train de se terminer, et Twin Mirror. Donc ça, c'est pour la partie investissement. Et en termes d'autres charges, oui, tout à fait. En fait, la ligne à 2.5, que vous avez en détail sur le slide 23 en compte de résultat, est constituée des frais de structure, mais également de la sous-traitance. En fait, ce qui se passe dans un jeu, c'est que pendant la phase de conception et le début de la pré-production, vous allez avoir assez peu de charges de sous-traitance.
Je pense à la motion capture, le recording des voix, la composition de la musique. Tous ces coûts que nous faisons en externe, qui vont représenter entre 15 et 20% du budget total du jeu, je veux dire, arrivent à une phase bien déterminée de la pré-production, de la production, et s'étale jusqu'à la fin du jeu. Donc là, au premier semestre 2021, on était vraiment sur une phase où nous avions plusieurs jeux, soit en phase de conception, soit en phase de pré-production, ce qui explique aussi en fait que les charges aient assez peu évolué, puisque on a eu un effet très limité de la sous-traitance, mais pour répondre à votre question, oui, on a environ 15 à 20% des budgets qui sont concentrés sur de la sous-traitance pour des postes très spécifiques. D'accord. Donc, et vos coûts capitalisés, là, ils sont amortis sur quoi? Sur 4 ans? C'est à peu près 4 ans pour... C'est environ 4 ans, ouais, tout à fait, entre 3 et 4 années. Ouais. D'accord. Et donc, ça, c'est vos coûts. Et donc, auxquels il faut rajouter donc, les 15 ou 20% qui sont étalés en charge sur votre PNL sur 4 ans. Alors, non, en fait, la production immobilisée intègre tous ces éléments-là. Il intègre à la fois les charges salariales, une partie des charges d'infrastructure, mais également une partie de tous les salaires administratifs ou qui concourent directement ou indirectement à la production du jeu vidéo, et évidemment la sous-traitance, en tout cas les gros postes de sous-traitance stratégique d'un projet sont intégrés à cette production immobilisée. On va vraiment chercher à matérialiser le coût global du jeu dans son ensemble, pas qu'au niveau des salaires. Par contre, Benoît, arrête-moi si je me trompe, la partie publishing et marketing ne fait pas partie de ces coûts capitalisés, évidemment. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Le marketing et le publishing ne rentrent pas en ligne de compte, ni pour le calcul des crédits d'impôt jeux vidéo, ni pour le calcul de la production mobilisée. Merci beaucoup, Oscar. Ok. Très clair. Je vois qu'il n'y a toujours pas d'autres questions, donc vous répondez. Est-ce que vous avez des guidance chiffrées pour les perspectives à nous donner? Et ensuite, j'ai peut-être une question plus sur l'actionnariat. Est-ce que Tencent a affiché des ambitions un peu plus marquées sur le capital? Et concernant Focus, bon, du coup, il y a déjà Tencent, mais vu que Focus est un peu en train d'intégrer, je crois, des studios, qu'ils étaient surtout sur des questions, et qui travaillent pas mal avec vous, de ce que je comprends, est-ce qu'il y a un rapprochement qui serait envisageable à un moment donné, ou une reprise d'une partie de vos studios? Alors, pour les guidance, peut-être, ça va être simple. Nous ne donnons pas de guidance, mais nous avons nos analystes, hein, que ce soit chez Midcap, chez Porzampar et chez Gilbert Dupont, qui établissent des prévisions. Et on est confort, effectivement, avec le consensus des analystes. Au niveau de Tencent, ce qu'on a voulu faire, c'est justement préserver au niveau des actionnaires historiques, je dirais, de la société, c'est-à-dire M. Yanef et moi, une indépendance et une majorité en droit de vote. C'était important pour nous, pour justement nous laisser la possibilité à peut-être plus tard, quand effectivement la valorisation de la société va monter, puisqu'avec la sortie des jeux, vous l'avez bien compris, il y a un modèle voilà, qui est en train d'évoluer et qui va faire que, effectivement, nos revenus, notre rentabilité va fortement progresser grâce à ce nouveau modèle. Donc on se garde la possibilité, effectivement, de futures opérations, mais on pense que voilà, faut pas les faire tout de suite. Mais l'apport de Tencent était quelque chose de très important pour justement être capable de basculer vers ce modèle d'auto-édition. Et on a fait attention à rester, à préserver, voilà, à le préserver en tant qu'investissement minoritaire. Et il y avait une troisième question, je crois. C'était sur Focus. Ah, sur Focus. Focus, on est très, très, très heureux du partenariat avec eux sur le jeu, le projet 8. Voilà, après, on les connaît très bien, on travaille depuis longtemps avec eux, évidemment, depuis Vampire,
ça fait très longtemps qu'on est en contact, mais voilà, pour l'instant, c'est un rapport de coproducteur, je dirais, d'éditeur à studio, et on est très heureux de ce partenariat-là. Et ils n'ont pas montré on fait les yeux doux sur certains de vos studios. Ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire de faire les yeux doux, mais non, on échange avec eux, on ne ferme aucune porte. Maintenant, voilà, on a aussi une taille importante aujourd'hui. Bon, après, voilà, on est ouvert à toutes les discussions. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir posé la question, et c'est vraiment, encore une fois, je le souligne, c'est sympa de pouvoir échanger de vive voix. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez cliquer sur le bouton lever main sur votre ordinateur ou faire étoile 6 sur votre clavier de téléphone. Monsieur Mézage, vous avez la parole à nouveau. Vous pouvez activer votre micro. J'ai une dernière question. Est-ce que vos équipes sont... Parce que là, je vois 1,3% d'employés au capital. Vous intéressez vos développeurs de manière... Il y a un programme mis en place Oui, Benoît, vas-y. Oui. Hein, tu peux répondre là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, on a démarré un programme d'attribution d'actions gratuites et de BS1 début 2019 qui portait sur environ... Le programme total avait vocation à peser environ 440 000 titres à l'époque, soit 10% du capital historique de la société. C'est un programme qu'on a mené en 2 étapes. D'abord, une première attribution en mars 2019 et une seconde qui a été réalisée en mars 2021. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter lorsqu'il sera diffusé notre rapport de gestion qui donne beaucoup de détails à ce niveau-là. Nous, on a vraiment à cœur en fait, d'associer tous nos talents à la création de valeur du studio, mais aussi à son capital. C'est vraiment très important pour nous. Et en fait, ce programme s'est matérialisé dès mars 2021 avec l'acquisition définitive d'une première partie, d'une première tranche d'actions gratuites, qui nous a permis en fait de créer 114 000, un petit peu plus de 114 000 actions et d'associer plus de 100 salariés au capital du groupe. Et on est vraiment très très fiers de ce programme qui se poursuit et qui, je l'espère, prendra un petit peu plus de poids dans les années qui arrivent. Merci beaucoup. Monsieur Casas, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. On ne vous entend pas. Monsieur Casas, il faut activer votre micro de votre côté à nouveau. Oh là là, je ne suis pas très bon pour ça, là. Ça y est, Teams, là, je n'avais pas activé mon micro. Ma question, elle est sur la Comfy, parce que je pense que c'est quand même un des sujets qui intéresse les actionnaires et les gens qui vous suivent. Et surtout compte tenu de moi, j'avais bien pigé le changement du modèle et donc comment essayer de mieux vous valoriser pour l'année prochaine. Et je pensais sur la Comfy, j'étais très curieux et très surpris de ne pas voir de communiqué trimestriel sur le chiffre d'affaires. Donc là j'ai mieux compris, compte tenu du fait que le modèle économique, au fond, n'était pas adapté à la publication de ces trucs, puisque ce n'était pas pertinent. Et donc, je vous suggère d'en faire au moins pour 2022 et 2023. Sans ça, il va s'écouler un temps extrêmement long. Et d'autre part, il y a une saisonnalité qui est terrible, puisqu'évidemment, vous concentrez tout sur la fin d'année. Et donc là, par exemple, le 1er décembre, il y a ce jeu. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent, je ne sais pas, à partir du 15 janvier, par exemple, de signaler, ou lors de la publication des sorties, en gros tous les 6-10 mois, hein, compte tenu des 3-4 prochaines années en auto-édition, de faire un communiqué sur les premières retombées du jeu. Je veux dire, je vous souhaite le meilleur pour le 1er décembre. Imaginons que ça soit canon, qu'on se l'arrache. Il est important pour l'actionnaire de ne pas attendre le 15 avril
pour savoir, moi, mon fils me le dira, hein, il est jeune, etc. Il me dira, bah, ça a cartonné, papa, etc. Mais moi, je suis incapable de juger de ça. Donc, 2 suggestions sur la com. Une, sur les publications, parce que là, on a attendu longtemps depuis la réunion d'avril. Là, on est pratiquement le 1er octobre, c'était quand même très long, le cours baissait et on était incapable de juger si c'était adapté, pas adapté, pourquoi la bourse monte de 15, même si le secteur a flanché, et vous baissez de 15 et vous êtes à 15% en dessous de l'augmentation du prix d'augmentation de capital avec une citation bilancielle exceptionnelle. Donc ma suggestion, c'est donc les chiffres d'affaires trimestriels pour l'année prochaine, et 2, à l'occasion, quand ça a le mérite de sortie, de dire, ben voilà, au bout d'un mois ou de 2 mois ou du temps que vous jugez utile, de dire, ben voilà les premières retombées du jeu. Et ça serait peut-être astucieux de commencer par, pas pour le 1er décembre, mais par exemple pour le 15 janvier ou le 20 janvier, enfin bref, d'avoir un premier aperçu du premier changement de modèle économique nouveau. Voilà ma question sur la Comfi. Alors, je vais prendre la parole pour le chiffre d'affaires et je laisserai Oscar répondre à vos suggestions sur notre marketing. Alors, soit vous êtes très bien renseigné, soit, soit votre question tombe très bien. En fait, on a déjà prévu de publier à partir du T1 2022 un chiffre d'affaires consolidé trimestriel. C'est dans les cartons depuis longtemps. On n'a juste pas jugé astucieux justement de le faire dès 2021. Vous parlez de saisonnalité, je pense qu'on a en plus de ça un effet de base important au niveau de nos royalties, avec toujours ce catalogue de jeux commercialisés assez restreint. Ça n'aurait pas été du tout pertinent de le faire en 2021, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on prépare justement cette publication trimestrielle dès le T1 2022, donc ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Et je te laisse la parole, Oscar, sur l'autre point. Donc, votre deuxième question, c'était sur, pardon. La deuxième question, c'était sur lors de la sortie, par exemple, le 1er décembre, de faire un petit point assez rapide, Oui. autant juger nécessaire. Là c'est décembre, par exemple le 15 janvier ou le 20 janvier, de dire, ben voilà, le truc s'est bien passé, c'est au-dessus, c'est dans nos budgets, c'est dans nos espérances, ou c'est très en dessous, ou c'est très au-dessus. Je souhaite évidemment le point 3. Moi aussi, clairement. Oui, on s'en privera pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on juge que c'est pertinent. Alors c'est vrai qu'on a une année depuis en fait la sortie fin d'année dernière avec cette exclusivité sur Epic Games Store de Twin Mirror, on a eu une actualité, on va dire, d'un point de vue des sorties en tout cas de jeux assez restreinte. C'était vraiment une année où on a investi pour produire. On a quand même fait de la communication autour de Montréal, on a fait de la communication autour de notre partenariat avec Portaplay, mais c'est vrai que d'un point de vue, on va dire, financier pur, avec des chiffres, on a fait finalement assez peu de communication, si ce n'est nos résultats semestriels et puis les annuels un peu avant sur fin d'année 2020. Donc oui, on va effectivement être plus attentif à ça et merci beaucoup pour cette suggestion. C'est effectivement quelque chose qu'on peut tout à fait envisager après la sortie de Twin Mirror sur Steam, effectivement de faire un communiqué sur le succès du titre. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Merci encore pour vos questions. Nous n'avons plus de questions. Messieurs, je vous laisse clôturer la réunion. Merci, merci à toutes et à tous. C'est encore une fois, très heureux de vous retrouver. On va vous retrouver plus souvent avec ces publications trimestrielles. Ça va être l'occasion de nous revoir plus souvent. On en est très heureux parce que vraiment, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec nos actionnaires, avec les gens qui nous suivent. C'est très important pour nous. On a ça beaucoup à cœur. Donc voilà. Merci encore une fois de nous avoir suivis et merci d'avoir participé activement au